vous vous réveillez au son de la toux de votre mère qui résonne dans l'unique pièce où dort toute votre famille. La paille sous vous bruise tandis que vous bougez, et déjà vous la sentez au ce mélange familier de corps sales, de chaume pourri au-dessus de votre tête, et d'autres choses. Quelque chose d'aigre et d'organique qui semble suinter des parois même de votre achevelle. Votre estomac se serre de faim, mais une autre sensation vous envahit, une démangeaison. Toujours une démangeaison. Votre cuir chevelu brûle, vos aisselles piquent, et lorsque vous vous grattez, vous ressentez ces bosses et ces marques familières qui font désormais partie intégrante de votre corps, au même titre que votre propre peau. Dehors, un coq chante, même si l'aube semble encore loin. Votre père gémit et se retourne, et vous sentez son souffle, dents carriées réduites à des moignons noirs, gencives gonflées et saignantes. Votre petite sœur gémit dans son sommeil, le visage rouge de fièvre, les cheveux emmêlés de sueur, et pire encore. Nous sommes en 1347 après Jésus-Christ, dans un village quelque part dans le nord de la France, et vous êtes sur le point de commencer une nouvelle journée de survie dans un monde où la propreté n'est pas seulement un luxe, c'est une impossibilité. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. L'eau, une chose si simple. Pourtant, dans l'Europe médiévale, l'eau potable était aussi précieuse que l'or, et souvent bien plus rare. Pour une famille paysanne comme celle que nous venons d'imaginer, la source d'eau la plus proche pouvait être un puits partagé par tout le village, avec un peu de chance. Le plus souvent, c'était un ruisseau ou une rivière qui servait également d'égout, de lavoir et d'abreuvoir pour les animaux. Gaume de Montfort, un paysan français dont l'existence est connue grâce à des registres fiscaux datant de 1352, vivait avec sa femme Marguerite et leurs 4 enfants dans un village appelé Beaumont, à environ 48 km au nord de Paris. Leur eau provenait de la rivière W, la même rivière où le village déversait ses excréments, où les animaux étaient amenés à boire, où les femmes lavaient le linge avec du savon fabriqué à partir de cendres de bois et de graisse animale, lorsqu'elles en avaient les moyens. L'eau que Gaume rapportait à sa famille dans des seaux en bois était brune pas au sens figuré, ni légèrement teintée, mais brune comme du thé, chargée de sédiments et de vie microscopiques qui rendraient une personne moderne gravement malade en quelques heures. Pourtant, c'était leur eau de boisson, leur eau de cuisson, leur eau de lessive. Parfois, Gaume laissait les seaux reposer toute la nuit, espérant que le plus gros de la boue se dépose au fond. Parfois, le temps manquait. Les paysans médiévaux comprenaient que l'eau pouvait être dangereuse, mais leur solution était limitée et aggravait souvent la situation. Ils savaient que l'eau stagnante favorisait les maladies, alors ils préféraient l'eau courante. Ils ne comprenaient pas que le simple fait que tout leur village utilise la même source d'eau courante pour tout transformerait cette eau en un cocktail mortel. Ils faisaient bouillir l'eau quand ils en avaient les moyens, mais le bois ou la tourbe était une ressource précieuse que la plupart des familles paysannes ne pouvaient pas se permettre pour une tâche aussi banale que rendre l'eau potable. Ils préféraient boire de la bière. Une bière légère était plus sûre que l'eau, car le processus de brassage tuait de nombreux organismes nuisibles, et même les enfants buvaient de la bière au petit déjeuner. Une famille paysanne typique de l'Angleterre du XIVe siècle consommait entre 11 et 19 litres de bière par jour, non pas par ivrognerie, mais parce que la bière était plus sûre que l'eau, et ils le savaient. Mais la bière ne purifie pas le corps, et purifier son corps pour un paysan médiéval revenait à faire des choix impossibles avec des ressources impossibles. Le savon existait déjà au Moyen Âge, mais il était coûteux et difficile à fabriquer. Le procédé nécessitait de la graisse animale, de la cendre de bois et du temps, beaucoup de temps. Une famille paysanne pouvait fabriquer du savon 2 fois par an, si elle avait la chance d'avoir abattu un animal et de pouvoir se passer de graisse. Le plus souvent, il se contentait de sable, suffisamment abrasif pour éliminer une partie de la saleté, mais laissant la peau à vif et saignante, créant ainsi des points d'entrée idéaux pour l'infection. Agnès, la savonnière, apparaît dans les archives de Canterbury, en Angleterre, en 1376 après Jésus-Christ.
Elle était l'une des rares personnes de sa région à savoir fabriquer du savon de qualité, et ses services étaient très recherchés par la classe marchande. Mais Agnès elle-même, selon un compte rendu de son procès pour vol, était décrite comme sale et rongée par les vers, avec des cheveux si emmêlés qu'ils formaient une masse compacte sur sa tête. La femme qui fabriquait du savon pour les autres n'avait pas les moyens d'en utiliser elle-même. Pour la plupart des paysans, cela avait signifié s'essuyer avec un chiffon humide lorsqu'il y avait de l'eau. Le lavage complet du corps avait lieu 1 ou 2 fois par an, généralement en prévision des grandes fêtes religieuses. Et lorsqu'il avait lieu, c'était une épreuve qui affaiblissait les gens, et non les rendait plus forts. Imaginez Marie Duzy, une paysanne d'un village près de Reims, se préparant pour son bain annuel de Pâques en 1289 après Jésus-Christ. Elle a économisé du précieux combustible pendant des semaines pour chauffer suffisamment d'eau pour un bain complet. La baignoire en bois de la chambre familiale est remplie d'eau tiède qui a bruni dès qu'elle y est entrée. Elle n'a pas de savon, alors elle se frotte avec du sable et un chiffon rugueux. À sa sortie, sa peau est rouge et saigne par endroits. Elle n'a pas de vêtements propres. Les vêtements qu'elle portait pour prendre son bain sont les seuls qu'elle possède, hormis sa robe du dimanche, qu'elle doit garder pour l'église. En quelques jours, Marie développe une fièvre. Les égratignures causées par le sable s'infectent. Sa famille n'a ni médicaments, ni connaissances sur les infections, ni ressources pour l'aider à guérir. Elle finit par se rétablir, mais cette expérience confirme ce que tout paysan savait, se laver était dangereux. Il valait mieux rester sale, et ils le restèrent. Les chroniqueurs de l'époque, généralement des moines ou des nobles qui interagissaient rarement directement avec les paysans, parvenaient néanmoins à consigner leurs observations. Frère Thomas d'Aly, écrivant en 1298 après Jésus-Christ, décrit sa visite dans un village paysan pendant une famine. Les gens étaient tellement couverts de crasse que leur peau paraissait noire sous la crasse. Nombre d'entre eux avaient des plaies qui suintaient constamment, mais ils n'osaient pas les laver de peur d'aggraver leur état. Les enfants, en particulier, étaient pitoyables, leurs cheveux étaient si emmêlés de boue et d'excréments qu'il était impossible de distinguer leurs cheveux de leurs vêtements. Mais les cheveux étaient peut-être le pire problème. Les paysans médiévaux se coupaient rarement les cheveux, en partie pour des raisons religieuses et en partie parce que les outils de coupe étaient précieux et rares. Les cheveux poussaient et s'emmêlaient sous l'effet de la graisse, de la sueur, des restes de nourriture, et pire encore. L'époux était universel, pas seulement commun, mais universel. Tout le monde, du plus humble serf au roi lui-même, en avait. La différence résidait dans le fait que les nobles avaient des serviteurs qui pouvaient passer des heures à enlever les poux de leurs cheveux, tandis que les paysans vivaient simplement avec les démangeaisons constantes et les plaies causées par le grattage des morsures infectées. Isabella Farrom, dont le nom apparaît dans les registres des manoirs du Yorkshire dès 1356, fut signalée par le prêtre local comme ayant les cheveux si infestés de vermine qu'on pouvait les voir bouger même pendant la messe. Ce n'était pas assez inhabituel pour être scandaleux. Il fallait simplement le signaler, car le mouvement distrayait les autres fidèles. Les dents étaient une autre horreur. Les paysans médiévaux mangeaient du pain grossier qui les rongeait jusqu'à l'os dès la trentaine. Leur alimentation était dépourvue de sucre, pourtant protecteur. Mais ils n'avaient aucun moyen de se brosser les dents efficacement. Certains utilisaient des brindilles effilochées. D'autres des bandes de tissu. La plupart n'utilisaient rien du tout. Roger le Meunier, mentionné dans les registres de la cour d'Essex en 1312 après Jésus-Christ, était décrit comme n'ayant plus aucune dent dans sa bouche à l'âge de 40 ans, ses gencives étant si enflées et infectées qu'il ne pouvait consommer que du potage et de la bière. Ce n'était pas exceptionnel. Les douleurs dentaires étaient si universelles qu'elles étaient considérées comme un symptôme normal du vieillissement, au même titre que les cheveux gris ou les rides. L'haleine des paysans médiévaux était notoire, même parmi leurs contemporains. En 1378, un marchand itinérant du nom de Francesco De Marco, écrivant de Londres à sa famille à Florence, se plaignait que les gens du peuple avaient une haleine si fétide qu'elle pouvait rendre un homme inconscient. J'ai pris l'habitude de respirer par la bouche lorsque je dois traiter avec eux, même si cela m'apporte ses propres tourments. Mais le véritable cauchemar n'était pas ce qu'on voyait, mais ce qu'on ne voyait pas. Les paysans médiévaux étaient des écosystèmes ambulants.
Leur corps abritait des communautés de parasites que les humains modernes ont du mal à imaginer, des poux dans leurs cheveux, des puces dans leurs vêtements, des vers intestinaux pouvant atteindre plusieurs mètres de long, des acariens de la gale qui s'enfouissaient sous leur peau et des dizaines d'autres organismes qui se nourrissaient de leur corps. Un texte médical de 1295 après Jésus-Christ, écrit par un moine médecin nommé Frère Albert, décrit le traitement d'une paysanne dont le ventre était si gonflé par les vers qu'elle semblait enceinte, bien qu'elle n'ait jamais connu d'homme. Une fois expulsée par la purge, les vers remplissaient un seau et se tordaient comme des serpents. Il ne s'agissait pas d'une métaphore. Au Moyen Âge, les parasites étaient régulièrement excrétés, visibles à l'œil nu, ce qui était considéré comme normal. La gale était sans doute l'affection cutanée la plus courante, provoquant des démangeaisons constantes et des plaies ouvertes. Au Moyen Âge, on pensait que la gale était causée par du sang corrompu ou des humeurs maléfiques. Le traitement consistait donc souvent en une saignée, ce qui affaiblissait la victime et la rendait plus vulnérable aux autres infections. Marguerite de La, une paysanne normande dont le nom apparaît dans les registres de charité d'un monastère en 1334, était décrite comme étant si atteinte de démangeaisons qu'elle s'était grattée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, de la tête aux pieds, ses vêtements étant raidis par le sang et la saleté. Les moines lui offrirent nourriture et abri, mais la tinrent à l'écart des autres pétitionnaires, de peur que la corruption ne se propage. L'hygiène personnelle n'était pas seulement une question de confort ou d'apparence, mais aussi de survie. Mais l'ironie cruelle était que de nombreuses tentatives de propreté réduisaient, au lieu de les augmenter, les chances de survie. Se laver à l'eau froide en hiver pouvait provoquer une pneumonie. Nettoyer les plaies introduisait souvent plus de saleté et d'infection qu'il n'en éliminait. Se couper les cheveux ou les ongles avec des outils sales pouvait provoquer de graves infections. Les femmes étaient confrontées à d'autres horreurs. Les menstruations étaient mal comprises et entourées de tabous religieux. La plupart des paysannes utilisaient des chiffons rarement lavés et jamais correctement désinfectés. Ces chiffons étaient souvent partagés entre les femmes d'un même foyer ou d'un même village, propageant ainsi les infections. Ces chiffons étaient également utilisés à d'autres fins, lorsqu'ils n'étaient pas nécessaires aux menstruations, comme bandages, chiffons de nettoyage, ou même pour emballer les aliments. Eleanor Kemp, une paysanne du Norfolk dont l'histoire est conservée dans un acte de confession paroissiale datant de 1301 après Jésus-Christ, décrit ses souffrances mensuelles. « Je suis impure 12 jours par mois, car les chiffons que je dois utiliser engendrent la corruption et me causent une telle douleur que je ne peux ni m'asseoir ni me tenir debout confortablement. Pourtant, je n'ose pas les jeter, car il n'y a pas de remplacement. » Eleanor mourut en couche 2 ans plus tard, probablement d'une infection apparue avec des chiffons menstruels contaminés. L'accouchement lui-même était souvent synonyme de condamnation à mort, en partie à cause du manque total d'hygiène. Les sages-femmes accouchaient les bébés avec les mains couvertes de terre et du sang des accouchements précédents. Elles ne connaissaient rien à la stérilisation et utilisaient souvent les mêmes instruments et tissus pour les accouchements multiples, sans les nettoyer. Matilda Shepherd, dont les archives de la cathédrale de Canterbury datent de 1289, perdit 4 enfants en bas âge avant de mourir elle-même d'une fièvre puerpérale après sa 5e naissance. La sage-femme locale, Alice Miller, était connue pour avoir les mains sales, jamais lavées, été comme hiver, selon des témoignages recueillis lors d'une procédure judiciaire ultérieure. Pourtant, Alice était la seule sage-femme à des kilomètres à la ronde, et les femmes n'avaient d'autre choix que de confier leur vie à ses mains sales. Même les fonctions les plus élémentaires de la vie humaine étaient un cauchemar pour les paysans médiévaux. Il n'y avait ni toilette, ni papier toilette, et aucune compréhension de la façon dont les excréments humains propageaient les maladies. La plupart des paysans utilisaient simplement un espace dédié à l'extérieur de leur maison, souvent partagé avec leurs voisins. En hiver, ils utilisaient parfois un pot qu'ils vidaient éventuellement. Les archives du manoir de Whitby, dans le Yorkshire, datant de 1298, mentionnent une plainte selon laquelle la fosse septique desservant 12 familles n'a pas été vidée depuis 3 ans et déborde maintenant dans le puits qui alimente en eau potable ces mêmes familles. Le seigneur local a ordonné la vidange de la fosse, mais rien n'indique que cela ait réellement eu lieu. Que utilisaient les paysans médiévaux à la place du papier toilette? Des bâtons, des pierres, de la mousse, des feuilles, des épis de maïs lorsqu'ils en avaient, ou simplement leurs mains.
Ils pouvaient se rincer les mains ensuite si l'eau était disponible, mais le savon était trop précieux pour être gaspillé à de telles fins. Les effets personnels constituaient une autre source de contamination. La plupart des paysans ne possédaient qu'un seul ensemble de vêtements, qu'ils portaient sans relâche jusqu'à ce que le tissu se déchire littéralement. Ces vêtements n'étaient jamais correctement lavés, on les trempait parfois dans un ruisseau et on les frappait contre des rochers, mais jamais au savon ni nettoyés à fond. Les vêtements étaient tellement imprégnés de sueur, de graisse et de saleté qu'ils se redressaient tout seuls lorsqu'on les retirait. Ils abritaient des populations de puces et de poux qui s'installaient dans les coutures et les plis du tissu. De nombreux paysans dormaient habillés, à la fois pour se réchauffer et parce qu'ils n'avaient pas de vêtements de nuit. Frère Marcus de l'abbaye de Fountain écrivit en 1291 qu'il avait offert un abri à un paysan en voyage. Ses vêtements étaient si sales que nous n'osions pas le laisser entrer dans la salle principale, de peur que la puanteur ne submerge nos frères pendant les prières. Nous lui avons fourni de la paille fraîche dans l'écurie, mais même les chevaux semblaient affligés par sa présence. Le moine remarqua que le paysan portait la même tunique depuis si longtemps qu'il était impossible d'en déterminer la couleur d'origine. La literie était une autre horreur. La plupart des familles paysannes dormaient sur des matelas de paille, changés peut-être 2 fois par an, voire jamais. La paille se comprimait et moisissait, abritant insectes et rongeurs. Les couvertures étaient faites de laine grossière, rarement lavées et souvent partagées entre toute la famille. La pièce unique où vivaient la plupart des familles paysannes servait de chambre à coucher, de cuisine, d'atelier et souvent d'écurie pour leurs animaux. Cochons, poules et chèvres partageaient souvent cet espace de vie, surtout en hiver. Le sol était généralement en terre battue, absorbant chaque déversement, chaque fluide corporel et chaque particule de matière organique qui y tombait. La préparation des aliments se déroulait dans ce même espace contaminé. Les casseroles étaient rarement nettoyées correctement. Elles étaient grattées et parfois rincées à l'eau, mais jamais désinfectées. Les aliments étaient souvent préparés sur des surfaces qui venaient d'être utilisées à d'autres fins, comme changer les bébés ou préparer les aliments pour animaux. Le récit d'un marchand parisien de 1342 décrit une visite chez un paysan pour collecter les impôts. La femme préparait notre repas sur la même table où un bébé venait de se salir et où un poulet avait été plumé la veille. Elle n'y voyait rien de mal, et lorsque je lui exprimai mon inquiétude, elle me regarda comme si j'avais parlé en langue. Les changements de saison apportaient leurs propres défis en matière d'hygiène. L'été était synonyme de transpiration, de mouches et de détérioration rapide des aliments, mais l'hiver était pire. L'eau gelait, rendant même la lessive la plus simple impossible. Les gens se blottissaient les uns contre les autres pour se réchauffer, partageant non seulement leur chaleur corporelle, mais aussi toutes les maladies et tous les parasites. Durant l'hiver 1315 à 1316, connu sous le nom de Grande Famine, les chroniques rapportent que la population avait tellement besoin de chaleur que des villages entiers s'entassaient dans un seul bâtiment. Un prêtre du Yorkshire a écrit, 30 âmes se pressaient dans un espace prévu pour 5, aucune ne s'étant lavée depuis des mois, toutes souffrant du flux et d'autres maux. La puanteur était si accablante que je n'ai pas pu terminer la messe et j'ai dû me retirer au cimetière pour respirer. En hiver, l'eau n'était pas seulement rare, elle était dangereuse. Briser la glace pour atteindre l'eau pouvait être fatal en cas de chute. Transporter de l'eau par temps glacial signifiait souvent qu'elle gelait avant même d'arriver à la maison. Chauffer l'eau nécessitait un combustible précieux, mais pouvait aussi être nécessaire pour cuisiner ou pour protéger la famille de froid. De nombreux paysans renonçaient complètement à se laver pendant les mois d'hiver. Ils s'enveloppaient dans les vêtements et les couvertures qu'ils avaient sous la main et attendaient le printemps. Lorsque le temps se réchauffait, ils devaient pratiquement se débarrasser de leurs couches de vêtements. Les connaissances médicales en matière d'hygiène étaient quasiment inexistantes au sein de la classe paysanne. Les rares textes médicaux existants étaient rédigés en latin et réservés à l'élite instruite. La plupart des paysans avaient recours à des remèdes populaires qui aggravaient souvent leurs problèmes. Pour lutter contre les poux, certains paysans enduisaient leurs cheveux de graisse animale, croyant que cela étoufferait les parasites. Au lieu de cela, cela créait un terrain fertile. Pour les affections cutanées, ils appliquaient de la boue ou des excréments animaux, introduisant ainsi de nouvelles infections. Pour les parasites internes, ils consommaient des herbes ou des racines spécifiques,
dont certaines étaient efficaces, mais beaucoup étaient toxiques. Éléonore de Montmorny, une paysanne normande dont le nom apparaît dans un registre judiciaire de 1298, fut accusée de sorcellerie, notamment parce qu'elle prétendait connaître des remèdes contre divers maux. Parmi ces remèdes, on compte l'application de graisse de porc mélangée à des scarabées écrasés sur les plaies infectées et l'administration aux enfants d'une tisane à base de pain moisi pour chasser les vers. Certains de ces patients guérissaient malgré ces traitements, ce qui ne faisait que renforcer la foi en ces méthodes. Les croyances religieuses entraient souvent en conflit avec le peu de connaissances médicales existantes. Nombre de paysans croyaient que la souffrance était une punition divine pour le péché et que tenter de l'atténuer allait à l'encontre de la volonté divine. La propreté était parfois perçue comme une vanité, un péché en soi. Un manuel du confesseur datant de 1285 après Jésus-Christ recommande aux prêtres de demander aux pénitents s'ils ont pris un soin excessif à se laver le corps, car cela témoigne d'un orgueil et d'un souci de l'apparence plutôt que du salut de l'âme. Certains paysans évitaient délibérément de se laver par dévotion religieuse. Sainte Catherine de Sienne, bien que n'étant pas paysanne elle-même, illustre cette attitude en refusant de se laver pendant des années en guise de pénitence. Ses disciples imitaient souvent cette pratique, croyant que la saleté physique témoignait de la pureté spirituelle. La honte ne jouait pratiquement aucun rôle dans l'hygiène paysanne médiévale, tout simplement parce que l'intimité n'existait pas. Chacun pouvait voir, sentir et entendre tout ce qui concernait les fonctions corporelles d'autrui. Il n'y avait aucune gêne à l'égard des odeurs corporelles ou de la saleté visible, car ces conditions étaient universelles. Dès leur naissance, les enfants apprenaient que leur corps sentait mauvais, était sale et inconfortable. Ils n'avaient jamais la sensation d'être vraiment propres, et n'avaient donc aucun point de repère pour comprendre ce qui leur manquait. Un enfant pouvait passer toute sa vie sans jamais prendre un vrai bain. Geoffrey de Ashby, dont l'enfance est attestée dans les archives d'un manoir du Yorkshire datant de 1334, fut qualifié d'exceptionnel par le prêtre local, car sa mère l'avait lavé 2 fois au cours de ses 5 premières années. Il ne s'agissait pas d'une critique, mais d'un éloge pour le dévouement exceptionnel de la mère au bien-être de son enfant. Les femmes portaient souvent la plus lourde responsabilité en matière d'hygiène familiale. On attendait d'elles qu'elles maintiennent une propreté aussi parfaite que possible tout en s'occupant des autres tâches ménagères. Elles transportaient l'eau, géraient l'unique changement de vêtements de la famille, s'efforçaient de maintenir une certaine propreté dans la préparation des repas et s'occupaient des besoins sanitaires des nourrissons et des jeunes enfants. Mais les femmes étaient également confrontées à des défis d'hygiène spécifiques, auxquels les hommes n'étaient pas confrontés. Pendant la grossesse et l'accouchement, période où l'hygiène était primordiale, elles avaient souvent le moins accès à l'eau potable et aux installations sanitaires. Les mères allaitantes devaient se laver et laver leur bébé avec la même eau contaminée et les mêmes chiffons rugueux que pour tout le reste. Les vêtements des paysans médiévaux méritent une attention particulière, car ils représentent une source de contamination. La laine était leur matériau principal, et elle était rarement traitée correctement. La laine brute contient de la lanoline et d'autres huiles naturelles susceptibles d'abriter des bactéries. Lorsque cette laine était filée et tissée par des mains d'amateurs utilisant des outils primitifs, le résultat était une matière rugueuse et poreuse qui retenait toute forme de matière organique. Le lin était privilégié lorsqu'il était disponible, car il pouvait être bouilli pour le nettoyer, mais le lin était cher et la plupart des paysans ne pouvaient pas se le permettre. Le coton n'existait pas en Europe pendant la majeure partie de la période médiévale, les paysans portaient donc une laine de plus en plus répugnante. Les coutures des vêtements médiévaux étaient cousues à la main avec de larges points, créant des cachettes idéales pour les poux et les puces. Ces insectes pondaient leurs œufs dans ces crevasses, créant des colonies presque impossibles à éliminer. On pouvait parfois voir des gens arracher des poux de leurs vêtements pendant les offices religieux ou en travaillant au champ. Les sous-vêtements étaient pratiquement inconnus dans la classe paysanne. Les hommes portaient une longue tunique sur la peau nue, tandis que les femmes portaient une longue robe sur la peau nue. Ainsi, les vêtements extérieurs absorbaient directement toutes les sécrétions corporelles. Sans sous-vêtements pour intercepter la sueur, le sang menstruel et autres fluides, les vêtements extérieurs étaient saturés de matières organiques qui attiraient les insectes et favorisaient les maladies. Même le processus de fabrication des vêtements était contaminé. Les paysannes filaient le fil à l'aide d'un fuseau,
souvent en marchant ou en effectuant d'autres tâches. Le fil traînait au sol, ramassait saleté et débris, et s'enroulait sur le fuseau encore contaminé. Une fois ce fil tissé, la contamination s'intégrait au tissu lui-même. On tentait parfois de teindre le tissu avec des plantes locales, mais le procédé impliquait souvent de laisser pourrir les matières végétales dans des récipients contenant de l'urine ou d'autres liquides organiques. Les teintures obtenues n'étaient pas résistantes et déteignaient à l'humidité, créant de nouvelles taches et odeurs sur les vêtements déjà imprégnés de saleté. Les articles en cuir étaient une autre source de contamination. La plupart des paysans possédaient des articles en cuir, ceintures, chaussures s'ils avaient de la chance, sacoches en cuir pour transporter leurs affaires. Mais le tannage du cuir au Moyen Âge était un procédé rudimentaire qui laissait souvent le cuir partiellement pourri. Les chaussures, en particulier, étaient des foyers d'infection fongique. John Cobley, mentionné dans les archives de la Guilde de Norwich dès 1356, était connu pour son travail auprès de la classe paysanne. Ses livres de contes, conservés aux archives municipales, décrivent des chaussures plus trouées que de cuir, avec des semelles si abîmées que le pied de celui qui les portait touchait le sol à chaque pas. Pourtant, ces chaussures furent portées pendant des années, réparées avec les matériaux disponibles jusqu'à ce qu'elles tombent littéralement en morceaux. Les conditions de logement rendaient l'hygiène personnelle quasiment impossible. La maison paysanne typique se composait d'une seule pièce aux murs de bois, de boue et de paille. Le toit en chaume fuyait constamment et abritait insectes, rongeurs et oiseaux. Il n'y avait pas de fenêtres vitrées, juste des ouvertures recouvertes de tissu ou de volets en bois lorsque le temps l'exigeait. Le sol était en terre battue qui absorbait tout liquide renversé. Les feux de cuisine étaient allumés directement sur ce sol en terre battue, la fumée s'échappant par un trou dans le toit lorsque le vent était favorable. Le plus souvent, la fumée emplissait la pièce, recouvrant tout dessus et rendant la respiration difficile. Le mobilier était minimal, une table rudimentaire, quelques tabourets et un lit, souvent une simple paillasse posée à même le sol. Les aliments étaient conservés dans des caisses ou des paniers en bois, qui n'offraient aucune protection contre les insectes et les rongeurs. Les aliments étaient conservés dans ces mêmes contenants contaminés, garantissant ainsi que chaque repas incluait une portion saine des organismes vivants dans les zones de stockage. Les murs de ces maisons abritaient souvent leurs propres écosystèmes. Le mélange de boue et de paille était idéal pour les insectes, et les interstices entre les matériaux offraient des nids aux souris et aux rats. Certains paysans encourageaient délibérément certains insectes à vivre dans leurs murs, pensant qu'ils se nourriraient d'autres nuisibles. L'éclairage était assuré par des lampes de jonc ou des roseaux trempés dans de la graisse animale qui produisait plus de fumée que de lumière et emplissait l'air d'une odeur de graisse brûlée. Les bougies étaient trop chères pour un usage régulier. La plupart des paysans vivaient à la lumière naturelle le jour et dans une quasi-obscurité la nuit. L'intimité pour l'hygiène personnelle était tout simplement inexistante. Des familles de 6 ou 8 personnes vivaient dans une seule pièce où chaque activité était visible de tous. Les enfants apprenaient les fonctions corporelles des adultes en observant leurs parents. Les malades souffraient et mouraient sous les yeux des personnes en bonne santé. Les femmes accouchaient sous les yeux de leurs autres enfants. Même les fonctions les plus élémentaires, comme uriner et déféquer, devaient être assurées dans cet espace bondé. Les pots de chambre étaient utilisés la nuit et vidés le matin si la famille en possédait un. Sinon, les gens sortaient simplement, quel que soit le temps, l'heure ou leur état de santé. Les maladies saisonnières aggravaient encore les problèmes d'hygiène. L'hiver apportait des infections respiratoires qui emplissaient l'espace confiné de sons de toux et d'odeurs d'haleine contaminée. L'été apportait des problèmes digestifs qui créaient de nouveaux défis sanitaires. Le printemps apportait des fièvres, les organismes affaiblis peinant à s'adapter aux changements climatiques. Durant les années d'épidémie, lorsque la peste ou d'autres maladies sévissaient dans les communautés paysannes, l'hygiène devenait superflue, les gens étant uniquement préoccupés par leur survie. Le célèbre chroniqueur Giovanni Boccaccio, écrivant sur la peste noire en 1348 après Jésus-Christ, décrit des communautés paysannes où les vivants étaient trop peu nombreux et trop faibles pour enterrer les morts, qui restaient allongés dans leurs maisons jusqu'à ce que les bâtiments eux-mêmes deviennent des tombeaux. Mais même pendant les années de bonne santé, l'accumulation de matière organique dans les maisons paysannes créait un environnement propice au développement des maladies.
La paille au sol absorbait l'urine et les excréments des humains et des animaux. Les restes de nourriture attiraient les rats et les insectes. L'eau stagnante dans les récipients favorisait la prolifération des moustiques et des mouches. Le travail rendait l'hygiène encore plus difficile. Le travail paysan était sale par nature. L'agriculture impliquait de travailler sur des sols fertilisés par des excréments humains et animaux. L'élevage impliquait un contact constant avec le fumier, l'urine et les parasites animaux. La transformation des aliments impliquait de manipuler des matières organiques en décomposition à main nue. Pendant la saison des récoltes, les paysans travaillaient de l'aube au crépuscule sans prendre de pause pour se laver. Ils mangeaient avec des mains qui avaient manipulé les céréales, la terre et les déjections animales toute la journée. Ils buvaient dans des récipients communs, jamais correctement nettoyés. Ils dormaient dans les champs lorsque c'était nécessaire, ajoutant de la terre et des insectes à leurs vêtements déjà contaminés. Les femmes travaillant dans la production alimentaire étaient confrontées à des défis particuliers. Le travail laitier impliquait la manipulation de lait qui se dégradait rapidement sous l'effet de la chaleur. Le brassage de la bière nécessitait de travailler avec des matières organiques en fermentation qui attiraient toutes sortes de nuisibles. La conservation des aliments impliquait de saler la viande et le poisson dans des environnements déjà contaminés par des bactéries. Même les outils utilisés par les paysans pour travailler étaient source de contamination. Les outils en bois absorbaient les matières organiques et étaient impossibles à nettoyer correctement. Les outils en métal étaient précieux et utilisés à des fins diverses, propageant la contamination d'une tâche à l'autre. Un couteau utilisé pour abattre des animaux pouvait être utilisé plus tard pour préparer des aliments sans aucun nettoyage entre-temps. Les sources d'eau proches des communautés paysannes étaient contaminées par le ruissellement des champs fertilisés avec des excréments humains. Ces mêmes ruisseaux, qui fournissaient l'eau potable, recevaient également les eaux usées des latrines primitives et des enclos à animaux. Pendant les saisons sèches, ces sources devenaient des foyers de maladies. Nager ou se baigner dans des sources d'eau naturelle était dangereux, non seulement à cause de la contamination, mais aussi parce que les paysans apprenaient rarement à nager. La noyade était une cause fréquente de décès, notamment chez les enfants qui tombaient dans des puits ou des ruisseaux en tentant d'aller chercher de l'eau. Le commerce et les voyages propageaient les problèmes d'hygiène d'une communauté à l'autre. Marchands, pèlerins et autres voyageurs transportaient maladies et parasites partout où ils allaient. Une seule personne infectée pouvait introduire de nouvelles souches de maladies dans des communautés paysannes isolées, insensibles aux maladies étrangères. Les marchés et les foires présentaient des dangers particuliers. Des centaines de personnes se rassemblaient dans des espaces exigus, partageant nourriture, eau et air. Des animaux étaient amenés à la vente, ajoutant leurs propres parasites et maladies à la situation. Les vendeurs de nourriture opéraient sans aucune connaissance des règles d'hygiène, préparant les repas avec des mains et des ustensiles contaminés. Les rassemblements religieux étaient également des vecteurs de contamination. Les églises étaient des espaces bondés et mal aérés où les gens restaient serrés les uns contre les autres pendant des heures. La pratique du partage du vin de communion dans une coupe commune impliquait que chaque communiant était exposé à la salive et à la laine de tous ceux qui avaient bu avant lui. Les pèlerinages étaient des exercices de souffrance partagée. Des groupes de personnes voyageaient pendant des semaines, voire des mois, partageant nourriture, eau et couchage. Ils n'avaient pas la possibilité de se laver correctement ni de se changer. De nombreux pèlerins sont morts non pas à cause des rigueurs du voyage, mais à cause de maladies propagées au sein de leur propre groupe. La guerre a rendu les problèmes d'hygiène catastrophiques. Les armées de soldats paysans vivaient dans des conditions qui faisaient paraître leur village d'origine propre en comparaison. Ils partageaient les latrines, les sources d'eau et les dortoirs avec des centaines d'autres hommes. Ils portaient les mêmes vêtements pendant des mois sans se changer. Leur nourriture était souvent avariée et toujours contaminée. Les camps militaires étaient des foyers d'épidémie. Le chroniqueur Frézard, écrivant sur la guerre de 100 ans, décrit les camps anglais où plus d'hommes mouraient de fièvres et de fluxions que des armes françaises. Les armées médiévales se dissolvaient souvent non pas à cause de défaites sur le champ de bataille, mais parce que la maladie les empêchait de poursuivre le combat. La guerre de siège était encore pire. Les populations assiégées étaient confinées dans des espaces confinés, avec peu d'eau et de nourriture. Les systèmes d'assainissement étaient complètement défaillants.
Les corps des morts étaient souvent laissés sans sépulture, faute d'endroit où les enterrer en toute sécurité. Les maladies se propageaient si rapidement que les sièges prenaient souvent fin lorsque les défenseurs étaient trop malades pour défendre les remparts. Des facteurs économiques ont fait de l'hygiène un luxe que la plupart des paysans ne pouvaient pas s'offrir. Le savon coûtait cher. L'eau potable exigeait du temps et de la main-d'œuvre. Le combustible pour chauffer l'eau était cher. Les vêtements neufs étaient hors de portée de la plupart des paysans. Même les objets de base comme les peignes ou les ciseaux étaient des biens précieux que peu de familles possédaient. Le système économique lui-même perpétuait une mauvaise hygiène. Les paysans devaient du travail à leur seigneur et disposaient de peu de temps pour leurs soins personnels. Ils payaient des impôts sous forme de produits agricoles, ce qui leur laissait à peine assez de nourriture pour survivre. Tout l'argent qu'ils gagnaient servait à acheter des produits de première nécessité comme des outils ou des semences, et non des produits d'hygiène. Les variations saisonnières de la disponibilité alimentaire affectaient l'hygiène de manière inattendue. Lors des famines printanières, lorsque les réserves s'épuisaient et que les nouvelles récoltes n'étaient pas prêtes, les paysans mangeaient tout ce qu'ils trouvaient. Cela comprenait des céréales avariées, des plantes sauvages provoquant des troubles digestifs et parfois des substances qui n'étaient pas vraiment alimentaires. La malnutrition affaiblissait le système immunitaire et rendait les gens plus vulnérables aux maladies et infections cutanées. Les carences en vitamines causaient des problèmes d'hygiène spécifiques, le scorbut provoquait des saignements des gencives et des dents mobiles, la pélagre provoquait des lésions cutanées, et le rachitisme fragilisait les os et rendait les mouvements douloureux. Lors des bonnes récoltes, les paysans pouvaient se suralimenter pour se préparer au mois de vaches maigres à venir. Mais des changements alimentaires soudains entraînaient également des troubles digestifs. Des aliments trop riches après des mois de quasi-famine provoquaient diarrhée et vomissements. Même la réussite posait son lot de problèmes d'hygiène. Le mariage et la vie de famille se déroulaient dans des conditions qui paraissent impossibles à l'homme moderne. Les fréquentations se déroulaient en public, faute d'intimité. Les nuits de noces se déroulaient dans des maisons individuelles, où toute la famille était présente. Les accouchements étaient assistés par des femmes de la famille et des voisines, qui apportaient leur propre contamination. Les enfants naissaient dans des environnements contaminés et étaient exposés à toutes les maladies et à tous les parasites dès leur premier souffle. La mortalité infantile était en partie si élevée parce que le système immunitaire des bébés ne pouvait pas faire face à l'assaut des organismes qu'ils rencontraient immédiatement après la naissance. Les enfants qui ont survécu à la petite enfance ont grandi dans des conditions qui semblaient préjudiciables à un développement sain. Ils rampaient sur des sols contaminés par des excréments humains et animaux. Ils portaient des objets sales à leur bouche, car tout dans leur environnement était sale. Ils partageaient leur lit avec des frères et sœurs potentiellement porteurs de maladies transmissibles. L'éducation à l'hygiène était inexistante pour les enfants de paysans. Ils apprenaient en observant leurs parents, qui eux-mêmes ne savaient pas grand-chose de la propreté. Des pratiques néfastes se transmettaient de génération en génération, car personne ne comprenait pourquoi les gens tombaient malades ni comment les maladies se propageaient. L'âge adulte a apporté son lot de nouveaux défis. Les adolescents ont commencé à travailler dans les champs et les enclos, les exposant ainsi à de nouvelles sources de contamination. Les filles ont commencé à gérer les tâches d'hygiène domestique sans vraiment savoir comment les réaliser en toute sécurité. Pour les paysannes, le mariage impliquait souvent une grossesse dès la première année, suivie de grossesses répétées avec un temps de convalescence minimal. Chaque grossesse et chaque accouchement se déroulaient dans les mêmes conditions de contamination, fragilisant ainsi le corps des femmes et les rendant plus vulnérables aux infections. La vieillesse, pour les paysans qui vivaient assez longtemps pour l'atteindre, posait des problèmes d'hygiène particuliers. Les personnes âgées perdaient la force de transporter de l'eau et de maintenir une hygiène élémentaire. Elles devenaient incontinentes, mais n'avaient plus les ressources nécessaires pour gérer leurs fonctions corporelles. Elles développaient des plaies à force de dormir dans une literie contaminée, mais ne disposaient pas de pansements propres. Les familles prenaient soin de leurs proches âgés du mieux qu'elles pouvaient, mais cela impliquait souvent que les membres en bonne santé de la famille étaient exposés aux maladies ou affections que la personne âgée avait développées. Un seul grand-parent malade pouvait contaminer tout un foyer. La mort elle-même était un défi d'hygiène. Les corps étaient lavés et préparés pour l'enterrement par des membres de la famille qui ignoraient tout du mode de propagation des maladies.
Les veillées funèbres se tenaient dans les pièces mêmes où vivaient les familles, exposant chacun à ce qui avait tué le défunt. Les enterrements se déroulaient dans des cimetières bondés, où le sol était saturé de matières organiques en décomposition. Durant les années d'épidémie, les pratiques funéraires habituelles devenaient impossibles. Les corps étaient enterrés dans des fosses communes ou tout simplement abandonnés. Les vivants étaient trop malades pour prendre soin des morts correctement, créant de nouvelles sources de contamination qui propageaient encore plus la maladie. Pourtant, malgré toutes ces horreurs, les paysans médiévaux ont développé une résilience remarquable. Leur système immunitaire, constamment mis à rude épreuve par l'exposition aux agents pathogènes, s'est adapté à leur environnement de manière à les protéger de certaines maladies tout en les rendant vulnérables à d'autres. Les enfants qui survivaient à leurs premières années développaient souvent une résistance aux maladies locales qui auraient tué les étrangers. Les communautés paysannes restaient parfois relativement saines alors que des épidémies ravageaient des zones urbaines ou d'autres régions, simplement parce qu'elles avaient déjà été exposées à des maladies similaires. La capacité d'adaptation du corps humain était à la fois une bénédiction et une malédiction. Les paysans pouvaient vivre en étant porteurs de charges parasitaires qui rendraient les humains modernes incapables de survivre. Ils pouvaient travailler tout en souffrant d'infections chroniques. Ils pouvaient se reproduire et élever des enfants dans des conditions apparemment impossibles à la survie humaine. Mais cette adaptation avait un coût énorme. L'espérance de vie était courte. La mortalité infantile était effroyable. Les douleurs et les maladies chroniques étaient omniprésentes. Le développement physique était freiné par la malnutrition et la maladie. Le développement mental était limité par le stress constant de la survie. Des innovations en matière d'hygiène ont bien eu lieu, mais lentement et souvent par accident. Les paysans ont découvert les propriétés médicinales de certaines herbes. Ils ont appris que certaines pratiques entraînaient de meilleurs résultats en matière de santé. Ils ont développé des techniques de conservation des aliments et de stockage de l'eau réduisant la contamination. Mais l'innovation était limitée par le manque d'éducation, des ressources limitées et une résistance culturelle au changement. La plupart des paysans passaient toute leur vie à quelques kilomètres de leur lieu de naissance. Ils étaient peu exposés à des pratiques ou des idées différentes. Le savoir, transmis oralement, était souvent déformé, voire totalement perdu. Les rares paysans qui tentaient d'améliorer leur hygiène étaient souvent confrontés à la suspicion de leurs voisins. Une propreté inhabituelle pouvait être perçue comme de la vanité, voire de la sorcellerie. Se démarquer de la communauté, de quelque manière que ce soit, était dangereux dans une société où le conformisme était essentiel à la survie. Les institutions religieuses offraient parfois des modèles d'hygiène, mais ceux-ci étaient généralement inaccessibles aux paysans. Les monastères avaient des règles de propreté et disposaient parfois de meilleurs systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Cependant, les paysans avaient rarement des contacts avec les communautés monastiques, sauf comme ouvriers ou mendiants. Les connaissances médicales, telles qu'elles existaient, restaient enfermées dans des textes latins que les paysans ne pouvaient pas lire. La médecine populaire était parfois efficace, mais souvent nocive. Sans comprendre les principes des traitements médicaux, les paysans ne pouvaient distinguer les pratiques bénéfiques des pratiques néfastes. Les célébrations saisonnières et les fêtes religieuses incluaient parfois des ablutions rituelles, mais ces occasions étaient rares et souvent plus symboliques que pratiques. Un paysan pouvait se laver à Pâques ou avant un mariage, mais il s'agissait d'événements exceptionnels et non de pratiques régulières. Le contraste entre l'hygiène paysanne médiévale et les normes du monde moderne est si profond qu'il est difficile à saisir. Les hommes modernes se soucient d'être suffisamment propres, tandis que les paysans médiévaux n'avaient aucune idée de ce que signifiait la propreté. Nous tenons pour acquis des choses comme le savon, l'eau propre et les bains réguliers, qui étaient des luxes inaccessibles pour nos ancêtres. Pourtant, les paysans médiévaux n'étaient ni ignorants ni négligents. C'étaient des survivants, s'adaptant à des circonstances impossibles avec une ingéniosité remarquable. Ils ont développé des stratégies pour vivre dans des environnements contaminés qui les ont maintenus en vie lorsque des personnes moins adaptables sont mortes. Ils ont créé des communautés qui ont fonctionné malgré des conditions qui auraient détruit les sociétés modernes. Leurs méthodes étaient souvent rudimentaires, mais elles s'appuyaient sur des siècles d'expérience. Ils savaient quelles sources d'eau étaient les plus sûres selon les saisons.
Ils comprenaient quels aliments étaient les plus susceptibles de se gâter et de provoquer des maladies. Ils reconnaissaient les signes de maladies dangereuses et avaient développé des pratiques d'isolement qui empêchaient parfois la propagation des épidémies. Les femmes, en particulier, ont développé des connaissances pointues sur la gestion de la santé familiale dans des conditions difficiles. Elles savaient comment optimiser leurs ressources limitées pour maintenir leur famille aussi propre que possible. Elles savaient quelles plantes pouvaient soulager divers maux. Elles maîtrisaient des techniques de préparation et de conservation des aliments qui optimisaient la valeur nutritive tout en minimisant la contamination. Les sages-femmes, malgré leurs conditions de travail contaminées, ont souvent développé des pratiques améliorant les taux de survie des mères et des bébés. Elles ne comprenaient peut-être pas les principes de la stérilité, mais l'expérience leur a appris quelles techniques produisaient de meilleurs résultats. Certaines sages-femmes ont connu un succès remarquable, malgré leurs limitations. Les maîtres artisans des communautés paysannes ont parfois développé de meilleures pratiques d'hygiène par nécessité. Les forgerons ont appris à nettoyer les blessures causées par les éclats de métal et les brûlures. Les meuniers ont compris l'importance de garder le grain au sec et à l'abri des rongeurs. Les brasseurs ont développé des techniques pour empêcher la détérioration de leur bière. Même dans les périodes les plus sombres de l'histoire médiévale, certains individus ont repoussé les limites de leur époque. Certains paysans ont expérimenté différentes techniques de lavage. D'autres ont tenté d'améliorer leurs sources d'eau. Quelques-uns ont tenté de construire des habitations plus propres et plus faciles à entretenir. Pourtant, ces innovations étaient toujours limitées par les réalités fondamentales de la vie paysanne médiévale, la pauvreté, l'ignorance, les ressources limitées et des systèmes sociaux offrant peu de possibilités de changement. La plupart des paysans étaient prisonniers de cycles de contamination et de maladies qui persistaient depuis des générations et perduraient longtemps après leur mort. Le cycle saisonnier de la vie paysanne créait son propre rythme de défis en matière d'hygiène. Le printemps apportait la saison de la boue, la fonte des neiges et les pluies printanières transformaient le sol en un marécage d'eau contaminée et de matières organiques. Les paysans laissaient cette boue pénétrer dans leurs maisons par leurs pieds et leurs vêtements, propageant la contamination dans leurs espaces de vie. L'été apportait une abondance de mouches et autres insectes. Ces insectes se reproduisaient dans les excréments humains et animaux accumulés autour des habitations paysannes. Ils se posaient sur la nourriture, rampaient sur les personnes endormies et propageaient des maladies de maison en maison. La chaleur accélérait également la décomposition de la matière organique, créant de nouvelles odeurs et attirant davantage de nuisibles. L'automne était la saison des récoltes, où les paysans travaillaient frénétiquement pour récolter avant l'arrivée de l'hiver. Cela signifiait travailler avec les mains sales du matin au soir, manger de la nourriture contaminée dans les champs et dormir là où ils pouvaient trouver un abri. L'urgence de la récolte ne laissait pas de temps pour les soins personnels. L'hiver apportait des défis différents. Les espaces confinés, la ventilation réduite et l'impossibilité de se laver créaient des conditions propices à la propagation rapide des maladies respiratoires au sein des communautés paysannes. Les familles se blottissaient les unes contre les autres pour se réchauffer, partageant non seulement leur chaleur corporelle, mais aussi tous les agents pathogènes qu'elles contenaient. Le calendrier agricole dominait tous les aspects de la vie paysanne, y compris l'hygiène. Pendant la saison des labours, les paysans travaillaient dans des champs fertilisés avec des excréments humains. Lors des semis, ils manipulaient les semences avec les mêmes mains que pour toutes les autres tâches. Lors du désherbage, ils passaient des heures penchés sur un sol contaminé. L'élevage contaminait encore davantage la vie paysanne. Les porcs, courant dans les foyers paysans, étaient des animaux particulièrement sales, porteurs de nombreux parasites et maladies. Ils partageaient souvent leur espace de vie avec les familles humaines, contribuant ainsi à l'écosystème domestique par leurs propres excréments et parasites. Les poulets étaient un peu plus propres que les porcs, mais ils étaient néanmoins porteurs de poux, d'acariens et de parasites internes susceptibles de se transmettre aux humains. Ils attiraient également les rats et autres vermines qui concurrençaient les familles paysannes pour la nourriture et le logement. Les bovins et les moutons étaient généralement gardés dans des bâtiments séparés, mais ces animaux nécessitaient néanmoins des soins quotidiens qui exposaient les paysans à une litière contaminée, à des excréments et à des parasites. La traite des vaches était particulièrement dangereuse, car elle nécessitait un contact direct avec des animaux souvent infestés d'insectes et porteurs de maladies.
Les outils utilisés pour les soins aux animaux étaient rarement nettoyés correctement. Les instruments en bois absorbaient la matière organique et devenaient des foyers de prolifération bactérienne. Les outils en métal étaient trop précieux pour risquer d'être endommagés par un nettoyage agressif. La plupart étaient simplement essuyés et réutilisés, propageant ainsi la contamination d'un animal à l'autre et des animaux aux humains. La production et la conservation des aliments posaient des problèmes d'hygiène supplémentaires. La conservation de la viande nécessitait des techniques telles que le salage, le fumage et le séchage, qui se déroulaient dans des environnements contaminés. Un porc abattu en automne pouvait être transformé sur des tables ayant servi à d'autres fins, avec des outils ayant servi aux travaux agricoles, par des personnes aux mains couvertes de terre. La fabrication des saucisses consistait à introduire de la viande hachée dans des intestins d'animaux nettoyés à l'eau, voire pas du tout. Le hachage était effectué à la main, souvent par des enfants dont les petites mains pouvaient entrer dans l'appareil. La viande était assaisonnée d'herbes séchées dans des zones de stockage contaminées. Les produits laitiers étaient particulièrement dangereux car le lait se dégradait rapidement et offrait un environnement propice au développement de bactéries nocives. Les paysannes fabriquaient du fromage et du beurre avec le lait de vache souvent malade ou mal nourri. Le matériel de transformation était en bois, absorbant les matières organiques et impossible à stériliser. Le stockage des céréales était une autre source de contamination. Le blé, l'orge et d'autres céréales étaient entreposés dans des conteneurs en bois qui abritaient également des rongeurs, des insectes et leurs déjections. Les céréales elles-mêmes moisissaient souvent pendant le stockage, produisant des toxines responsables de maladies et de décès. La fabrication du pain consistait à utiliser ce grain contaminé, à le moudre avec des pierres jamais correctement nettoyées et à mélanger la farine à une eau brune chargée de sédiments et de matières organiques. La pâte était pétrie par des mains ayant déjà effectué toutes les autres tâches ménagères, puis cuite dans des fours partagés par plusieurs familles et rarement nettoyés. Même les repas les plus simples étaient source de contamination. Le potage, ce ragoût épais qui constituait l'aliment de base des paysans médiévaux, était préparé en jetant les ingrédients disponibles dans une marmite qui n'était jamais correctement nettoyée entre chaque utilisation. On y mettait des légumes provenant de jardins fertilisés avec des excréments humains, des céréales infectées par l'ergot et d'autres champignons, ainsi que des restes de viande qui pouvaient se gâter depuis des jours. Le processus de cuisson lui-même était contaminé. Les cuillères en bois absorbaient des matières organiques et devenaient des nids à bactéries. Les pots en terre cuite étaient poreux et absorbaient tout ce qui y avait été cuit auparavant. Les pots en métal étaient rares et précieux, utilisés à de multiples fins sans nettoyage entre chaque utilisation. Les ustensiles de cuisine étaient quasi inexistants chez les paysans. La plupart des aliments étaient consommés avec les doigts utilisés à d'autres fins. Les couteaux étaient partagés entre les membres de la famille et utilisés pour manger, préparer les repas et effectuer les tâches ménagères. Les cuillères étaient souvent sculptées dans du bois ayant servi à d'autres fins. L'eau destinée à la boisson et à la cuisine provenait des mêmes sources contaminées que celles utilisées pour tout le reste. Elle était stockée dans des récipients en bois qui abritaient bactéries et parasites. En période de pénurie, les familles pouvaient utiliser la même eau à plusieurs fins, augmentant ainsi la concentration de contaminants à chaque utilisation. Les aspects sociaux de la vie paysanne médiévale aggravaient les problèmes d'hygiène. Le partage du travail entraînait une propagation rapide de la contamination au sein des communautés. Les équipes de récolte travaillaient ensemble, dans des espaces confinés, partageant outils, nourriture et eau. Les chantiers de construction rassemblaient des groupes de paysans pour travailler avec des matériaux et des équipements contaminés. Les obligations religieuses imposaient aux paysans de se rassembler dans des églises bondées, où les maladies se propageaient rapidement. La pratique du baiser sur les reliques religieuses impliquait que des centaines de personnes pouvaient porter leur bouche sur les mêmes objets contaminés. La confession impliquait des contacts étroits entre paysans et prêtres, qui se déplaçaient de maison en maison, potentiellement porteurs de maladies. Les célébrations sociales étaient des occasions de contamination pour des communautés entières. Les mariages impliquaient le partage de plats préparés dans des conditions contaminées par plusieurs familles. Les veillées funèbres obligeaient les gens à se rassembler dans des espaces confinés autour de corps susceptibles d'être décédés de maladies transmissibles. Les marchés et les foires rassemblaient des personnes de différentes communautés, favorisant la propagation de nouvelles souches de maladies d'une région à l'autre.
Les vendeurs de nourriture opéraient sans aucune connaissance des règles d'hygiène, vendant des repas préparés avec des ingrédients contaminés et cuisinés avec des ustensiles sales. Le système judiciaire lui-même créait parfois des problèmes d'hygiène. La punition des crimes impliquait souvent des humiliations publiques qui exposaient criminels et spectateurs à la contamination. Les pilories et les pilories étaient des équipements partagés, utilisés par de nombreuses victimes précédentes. Les exécutions publiques attiraient des foules qui se pressaient dans des espaces restreints. Même les tentatives de traitement médical aggravaient souvent les problèmes d'hygiène. Les chirurgiens barbiers utilisaient les mêmes instruments sur plusieurs patients sans les nettoyer entre chaque utilisation. Les saignées étaient pratiquées avec des lancettes, qui transmettaient des maladies d'une personne à l'autre. Le traitement des plaies impliquait l'application de bandages et de pommades contaminées, qui introduisaient de nouvelles infections. Les remèdes populaires utilisaient souvent des substances intrinsèquement contaminées. On appliquait des excréments d'animaux sur les plaies, persuadés qu'ils préviendraient l'infection. L'urine était utilisée comme antiseptique, malgré sa contamination par des bactéries et des parasites. Le pain moisi était consommé pour soigner divers maux, parfois bénéfiques, mais souvent nocifs. L'effet cumulatif de tous ces facteurs a donné naissance à une population vivant en contact permanent avec la maladie et la contamination. Les paysans médiévaux étaient des réservoirs ambulants de bactéries, de virus, de parasites et de champignons. Leur corps hébergeait des communautés d'organismes que les humains modernes trouveraient terrifiantes. Pourtant, ils ont persisté. Ils ont survécu. Ils se sont reproduits et ont élevé des enfants qui ont grandi en affrontant les mêmes défis. Ils ont créé des communautés qui ont fonctionné malgré des conditions apparemment inhabitables. Ils ont développé des cultures riches en musique, en contes et en art, même dans des conditions de vie d'une saleté inimaginable. Leur résilience était remarquable, mais son coût était terrible. L'espérance de vie était courte, la mortalité infantile élevée et les maladies chroniques omniprésentes. La souffrance physique était si courante qu'elle était considérée comme faisant partie intégrante de l'existence humaine. Le développement mental était limité par le stress constant de la survie dans un environnement contaminé. Les connaissances en matière d'hygiène et de prévention des maladies étaient limitées à l'élite instruite, qui avait peu de contact avec les communautés paysannes. Les textes médicaux rédigés en latin étaient incompréhensibles pour ceux qui ne savaient lire aucune langue. La compréhension scientifique était primitive et souvent erronée, même parmi les personnes les plus instruites de l'époque. Les réseaux commerciaux diffusaient parfois des connaissances utiles en même temps que des marchandises, mais ces informations étaient souvent déformées lors de leur transmission. Une technique efficace dans une région pouvait s'avérer néfaste dans une autre en raison de conditions environnementales différentes. Sans comprendre les principes d'hygiène, les paysans ne pouvaient adapter leurs techniques à leur situation particulière. Le système économique n'incitait pas à améliorer l'hygiène paysanne. Les seigneurs qui contrôlaient les communautés paysannes s'intéressaient à la production agricole et à la collecte des impôts, et non à la santé et au bien-être de leurs travailleurs. Tant que suffisamment de paysans survivaient pour travailler aux champs et payer les impôts, il n'y avait aucune raison économique d'investir dans de meilleures conditions de vie. L'Église, institution culturelle dominante de l'Europe médiévale, entretenait une relation complexe avec la propreté. Certains ordres religieux mettaient l'accent sur la propreté comme une forme de discipline spirituelle, tandis que d'autres considéraient la souffrance physique comme spirituellement bénéfique. L'attitude dominante envers l'hygiène paysanne était souvent celle de la résignation à la volonté divine. Les innovations techniques susceptibles d'améliorer l'hygiène paysanne ont été lentes à se développer et à se diffuser encore plus lentement. De meilleures charrues, une meilleure rotation des cultures et des techniques de construction plus efficaces ont progressivement simplifié la vie de certains paysans. Mais ces changements ont mis des siècles à se mettre en œuvre et n'ont souvent profité qu'aux familles paysannes les plus prospères. L'isolement des communautés paysannes impliquait que les innovations développées dans une région pouvaient ne jamais se propager ailleurs. Des connaissances qui auraient pu sauver des vies restaient localisées, faute de systèmes efficaces de partage de l'information à distance. Même lorsque de meilleures techniques étaient disponibles, les paysans manquaient souvent de ressources pour les mettre en œuvre. L'amélioration des logements nécessitait des matériaux et une main-d'œuvre qualifiée que la plupart des familles paysannes ne pouvaient pas se permettre.
L'amélioration des sources d'eau nécessitait une coopération et des investissements communautaires difficiles à organiser. L'amélioration des techniques de conservation des aliments exigeait des équipements et des fournitures hors de portée de la plupart des paysans. Il en résulta un système qui perpétua une mauvaise hygiène de génération en génération. Les enfants apprenaient des pratiques contaminées de leurs parents et les transmettaient à leurs propres enfants. Les communautés développèrent des cultures qui normalisèrent des conditions pourtant dangereuses pour la santé humaine. Sortir de ces cycles nécessitait non seulement des efforts individuels, mais aussi des changements fondamentaux dans les systèmes économiques, sociaux et politiques. Ces changements finiraient par se produire, mais pas avant des siècles après la période que nous examinons. Les familles paysannes médiévales que nous avons suivies dans leur lutte quotidienne étaient loin de se douter que leurs descendants vivraient un jour dans un monde où l'eau potable, le savon et les installations sanitaires de base seraient accessibles au commun des mortels. Pour Gaume de Fort, qui transportait de l'eau brune du fleuve W jusqu'à sa famille en 1352, l'idée que l'eau puisse couler claire et propre d'un robinet à l'intérieur de sa maison aurait ressemblé à de la magie. Pour Marie Duzy, se frottant jusqu'à l'os avec du sable et de l'eau froide, l'idée d'utiliser de l'eau chaude courante et du savon aurait été incompréhensible. Pour Agnès, la savonnière, qui fabriquait du savon pour les autres tout en restant elle-même sale et rongée par les vers, l'idée que chacun puisse posséder du savon et l'utiliser quotidiennement aurait semblé impossible. Pour Isabella Farom, dont les cheveux bougeaient avec une vermine vivante pendant la messe, l'idée d'un shampoing et d'un après-shampoing aurait été inimaginable. Ces personnes n'étaient pas ignorantes. C'étaient des survivantes qui s'étaient adaptées à des circonstances impossibles avec une ingéniosité remarquable. Ils avaient développé des stratégies de vie qui leur permettaient de survivre dans des environnements qui auraient tué en quelques jours des êtres humains modernes non préparés. Ils ont créé des communautés, élevé des familles et bâti des cultures qui ont donné naissance à des œuvres d'art et à des littératures parmi les plus remarquables de l'histoire de l'humanité. Mais tout cela dans des conditions d'une saleté inimaginable. Ils souffraient de maladies dont nous avions oublié l'existence. Ils ressentaient un inconfort physique si constant qu'ils ne le considéraient pas comme anormal. Ils mouraient de causes que nous pouvons désormais prévenir grâce à de simples mesures d'hygiène. Alors que vous êtes assis dans votre maison propre, après avoir pris une douche chaude au savon et vous être lavé les cheveux avec des produits qui auraient semblé miraculeux aux paysans médiévaux, il est bon de se souvenir de Gaume, Marie, Agnès et Isabelle. Elles étaient vos ancêtres, celles dont les luttes et la survie ont rendu votre existence possible. Ils transportaient une eau mortelle. Ils portaient des vêtements qui rendaient gravement malades. Ils vivaient dans des maisons jugées inhabitables selon les normes modernes. Ils mangeaient des aliments empoisonnants et respiraient un air nocif pour les poumons. Pourtant, ils persistaient. Ils ont survécu. Ils aimaient leur famille, célébraient leur joie et pleuraient leur perte, tout en vivant au milieu d'une contamination que nous avons du mal à comprendre. C'étaient des êtres humains comme nous, qui ont relevé des défis impossibles avec courage et détermination. Et dans leur chambre individuelle, où la paille bruisse sous des corps mal lavés depuis des années, où l'odeur de l'humanité mal lavée se mêle aux chaumes pourris et à des choses pires encore, une mère tousse encore dans l'obscurité qui précède l'aube. Ces enfants se réveillent encore avec la faim et les démangeaisons, et le défi incessant de survivre un jour de plus dans un monde où la propreté est non seulement impossible, mais inimaginable. Le coq chante à nouveau, même si l'aube semble encore loin. Un nouveau jour commence dans l'Europe médiévale, et le cycle se poursuit comme il l'a fait pendant des générations et il le fera encore pendant des générations jusqu'à ce que le temps et le changement apportent enfin l'eau potable au robinet, le savon dans chaque foyer et le soulagement béni d'être simplement propre.